Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à ceux qui ont bravé le froid polaire de Paris ce matin et bonjour à ceux qui sont au chaud chez eux ou à leur bureau et qui nous suivent. Bien sûr, en ce moment, nos yeux sont plutôt tournés vers notre Est, l'Ukraine, ou vers notre Sud-Est, Gaza. Mais notre appréhension de ces crises nous propose beaucoup de thèmes qui vont être sur notre table ce matin. J'en cite deux. Les dépendances européennes, les dépendances multiples que nous découvrons un petit peu naïvement et successivement depuis plusieurs années, du Covid à la crise ukrainienne, et puis nos doutes sur les engagements, les futurs engagements, les engagements à venir des États-Unis. Ces deux thèmes, pour ne citer que nos dépendances et l'engagement des États-Unis auprès de nous, ont comme sous-thème, bien entendu, l'importance et le poids de la Chine dans les relations internationales, l'importance de la zone pacifique ou indo-pacifique dans les relations internationales aujourd'hui. Et donc en particulier dans les stratégies des pays européens et de l'Union européenne. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous savez que les pays membres de l'Union européenne et l'Union européenne s'occupent de plus en plus de la Chine. C'est plus spectaculaire pour les gens qui ne sont pas spécialistes de ce thème depuis 2019, où l'Union européenne a officiellement identifié la Chine comme, si je ne fais pas erreur, un partenaire, un compétiteur et un rival systémique, ce qui stratégiquement dit la complexité de la manœuvre à développer. Et nous allons traiter ce matin de ces dépendances, de ces stratégies en gésine ou déjà développées ou à imaginer de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine dans le domaine économique et technologique, dans le domaine diplomatique ou dans le domaine de la cohabitation face aux crises qui sont aujourd'hui déjà développées et ouvertes. Voilà, nous avons deux éminents spécialistes ce matin pour nous en parler, que je remercie d'être avec nous, bien entendu. L'ambassadeur Hans-Dietmar Schweizguth, qui est secrétaire général du Centre franco-autrichien, qui organise cette réunion ce matin. Il est ambassadeur à divers titres, comme d'ailleurs tous les ambassadeurs, mais pour ce qui nous retient ce matin, il a été ambassadeur auprès de l'Union européenne, ambassadeur au Japon et ambassadeur, j'allais dire surtout, si tu permets, Dietmar, de l'Union européenne auprès de la Chine. Quant à Marc Julienne, il est directeur du Centre Asie de l'IFRI et à l'intérieur de ce Centre Asie, comme chercheur plus spécialement responsable ou spécialiste des questions de recherche sur la Chine. Je vais leur donner d'abord la parole pour une introduction sur l'ensemble de ces thématiques et puis après, ils échangeront et nous échangerons ensemble, bien entendu. Une fois encore, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être là. Merci à tous les deux de nous honorer de votre présence. Et mon cher Dietmar, vous avez la parole. Merci Dominique, c'est toujours un grand plaisir d'être ici à l'IFRI. Bonjour messieurs, dames, et c'est surtout un grand plaisir d'avoir cette discussion avec Marc Julienne, qui est directeur pour l'Asie et un expert en ce qui concerne les relations avec la Chine, qui est connu un peu partout en Europe. Dominique David a parlé qu'en 2019, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie pour les relations avec la Chine, où elle a qualifié pour la première fois la Chine comme, en même temps qu'un partenaire, un concurrent et un rival stratégique, systémique. Maintenant, on est 5 ans après cette stratégie et déjà on est au milieu d'une discussion s'il n'est pas temps d'adapter cette stratégie justement pour tenir compte des complexités dans les relations bilatérales qui ont surgi au cours de ces dernières années. Donc la question se pose aussi, comment est-on arrivé au stade actuel il y a un peu plus que 10 ans quand
Xi Jinping est arrivé au pouvoir, les relations entre la Chine et l'Union européenne étaient, comme on disait, de deux côtés, un exemple de coopération. On a parlé du partenariat stratégique. On a adopté en 2013 une agenda stratégique pour la coopération jusqu'à 2020. On a eu des réunions régulières au niveau de l'Union européenne dans des secteurs différents, dans un ensemble de 60 dialogues pour la coopération et aussi les relations bilatérales entre les États membres de l'Union européenne et la Chine se sont développées d'une façon tout à fait, on croyait, bénéfique des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui se passait? En 2013, quand Xi Jinping est devenu président de l'État, après avoir été élu comme secrétaire général du Parti communiste chinois en 2012, on ne savait pas encore dans quelle direction le nouveau chef d'État, chef du parti, chef de la commission militaire allait en sens économique, politique, après une période, on dirait, de stagnation sous la direction de Hu Jintao dans les 10 ans auparavant. Donc, il y avait cette attente, peut-être Xi Jinping serait un réformiste, qui n'allait pas seulement continuer, mais peut-être renforcer la politique de réforme et de libéralisation, de l'ouverture du marché, qui conduirait également à une plus grande ouverture du marché et d'égalité pour les entreprises européennes. Nous savons tous que cet espoir ne s'est pas réalisé et on a constaté, pas vite, mais je dirais au cours de l'année 2016-2017, que cette notion du changement grâce au commerce, qu'on disait en allemand Wandel durch Handel, était une illusion. Donc, il y avait aussi ce constat que la Chine, sous Xi Jinping, n'était pas disposée à accepter, à reconnaître qu'il y avait une réciprocité dans les relations entre l'Europe et la Chine. La Chine avait toujours cette notion d'une relation asymétrique et elle a réclamé toujours son statut spécial en tant que pays en développement, une notion qui, étant donné l'état de développement de la Chine, est évidemment quelque chose que l'Europe ne pouvait pas accepter. En outre, on a aussi dû constater que la politique économique de la Chine devenait de plus en plus mercantiliste. Vous connaissez les programmes qui ont été avancés à l'époque, en 2015, Made in China 2025, un programme dont l'objectif est l'autosuffisance et le leadership du marché dans les secteurs et les technologies clés. Et ce programme a été complété un peu plus tard par le concept de double circulation. Ça aussi, un concept différencié entre le développement du marché chinois et son intégration dans les marchés internationaux qu'on a appelé du côté européen très souvent le concept d'une globalisation sélective qui bénéficiait la Chine plutôt que ses partenaires économiques dans le monde. Et en même temps, cette politique s'est renforcée de plus en plus pour réduire, c'était toujours l'ambition de la Chine, sa dépendance à l'égard des technologies étrangères, tout en élargissant sa domination dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Donc,
d'une certaine manière, on pourrait dire que si on parle aujourd'hui très souvent du découplage, un concept américain, c'est un concept en vérité qui n'a été jamais appelé tel, mais qui a émergé plutôt en Chine qu'aux États-Unis. Et en même temps aussi, on a dû constater que le système de gouvernement du Parti communiste chinois est devenu de plus en plus autocratique et répressif, de sorte que la situation des droits de l'homme s'est détériorée en Chine tout entière, mais surtout en Tibet et au Xinjiang, avec la situation de la population musulmane que vous avez tous suivi dans les médias. Et aussi, il y avait la question de Hong Kong, qui était toujours un peu un test case pour voir si la Chine était prête à accepter ses obligations comme acteur international sous un régime de droit. Mais après les manifestations massives à Hong Kong en 2019, la Chine a réagi d'une façon tout à fait drastique, en réduisant la liberté d'expression et des réunions, de sorte qu'on peut maintenant presque plus parler d'un statut spécial de Hong Kong, qui quand même a été garanti par les traités avant le retour de Hong Kong en Chine. Et cette répression interne s'est accompagnée aussi d'une politique étrangère plus affirmée et de plus en plus, je dirais, aussi agressive. Si on regarde, par exemple, la politique chinoise en mer de Chine orientale et méridionale, et surtout aussi à l'égard de Taïwan. Mais je pense en ce qui concerne le Taïwan, on va parler un peu plus en détail plus tard. Et finalement, au plus tard, avec la coordination étroite entre la Chine et la Russie, les deux côtés ne parlent pas d'une alliance. Moi, je dirais que c'est presque une de facto alliance, mais de toute façon, l'expression qui a été trouvée lors du rencontre de Xi Jinping avec le président Poutine juste avant l'agression de la Russie contre l'Ukraine et d'une amitié sans limite. Un document a été signé dont la partie la plus intéressante est la partie secrète qui n'était pas publiée. Et ce qu'on voit évidemment depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, que la Chine a pris une position qu'il disait d'abord de neutralité, qui en fait est tout à fait une politique de soutien, même si ce n'est pas un soutien qui est accompagné par les livraisons d'armement jusqu'au moment. Mais il faut aussi voir que cette position de la Chine vers la Russie s'est accompagnée aussi d'un langage de plus en plus agressif vers l'Occident. La Chine n'a jamais pris position sur l'agression elle-même, elle s'est abstenue aux Nations Unies, mais elle a dit à plusieurs reprises, et je dirais même plus récemment de plus en plus clairement, que pour la Chine, la raison essentielle pour la guerre en Ukraine, c'est la politique agressive de l'OTAN, issue d'une notion de guerre froide dans la vue chinoise. Et donc, ça fait aussi, je dirais, partie d'une politique chinoise qui vise de plus en plus à l'établissement d'un ordre alternatif à l'ordre actuel qui a été établi d'après-guerre pour faire face aux États-Unis et ses alliés. Et pour cela, elle n'a pas développé, mais elle utilise des instruments qui sont de plus en plus, je dirais,
essentiel pour marquer un peu où se pose la discussion au niveau international. Si vous regardez par exemple l'élargissement des BRICS, le de facto leadership des BRICS par la Chine, et aussi la façon dont la Chine utilise l'Organisation de coopération de Shanghai, qui aussi s'est élargie, sa politique d'introduire des concepts aux Nations Unies, son initiative de sécurité globale, son initiative de développement global, mais aussi le rejet de la notion de l'universalisme, surtout en ce qui concerne les droits de l'homme. Là, on voit très clairement que la Chine s'intéresse d'une part à jouer un rôle plus essentiel dans le cadre des organisations existantes, l'ONU, l'OMC, mais en même temps, elle est en train de construire les organisations alternatives. Elle l'a fait déjà avec la Banque asiatique d'investissement dans l'infrastructure, la BRICS Bank à Shanghai, mais aussi toute sa politique autour des routes de soie montre un peu qu'il y a une ambition globale qui est dirigée pas vers la coopération avec l'Ouest, mais plutôt vers un système alternatif pour montrer aussi ce que la Chine dit de plus en plus à haute voix, que l'Ouest est en déclin et c'est vraiment la Chine qui dirige maintenant la direction de la politique globale. Et évidemment, ça, il faut regarder aussi dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. On parle très souvent d'une nouvelle guerre froide. Il est clair, c'est une relation qui va dominer les relations internationales dans les années à venir. Et même si maintenant les canaux de conversation ont été réétablis, on se trouve plutôt dans une phase où les deux côtés disent, après les rencontres à San Francisco entre Xi Jinping et le président Biden, qu'il faut gérer les relations d'une manière qui est bénéfique pour les deux côtés. Il y a cette rivalité, il y a cette confrontation qui va durer. Donc, ça pose aussi la question pour l'Europe où se positionner. On parle beaucoup de l'autonomie stratégique de l'Europe, mais il faut aussi voir qu'il faut réévaluer les relations économiques dans les contextes d'une géopolitique changée et aussi regarder les relations économiques aussi dans les contextes de sécurité. Et c'est pour cela que la Commission a présenté l'année dernière son papier, sa communication sur la stratégie, sur la sécurité économique européenne qui ne vise pas expressément la Chine, mais en vérité, c'est clair qu'on est maintenant dans une discussion comment gérer les relations politiques économiques dans ce contexte de sécurité économique et aussi dans les contextes de dépendance et dans les contextes aussi de menaces qui pourraient constituer le transfert des technologies, surtout à double usage. Là aussi, c'est un thème, je pense qu'on va aborder un peu plus en détail plus tard, mais ce que je voudrais dire avec cette explication sur l'évolution des relations entre les États-Unis et l'Europe et la Chine, c'est on est vraiment au cours des 10 ans passés d'un état des choses où la coopération était au cœur des relations, au stade où l'Europe a commencé à se méfier des tendances autocratiques, mercantilistes, agressives dans la politique étrangère de la Chine, en mettant en avant sa stratégie, qualifiant pour la première fois la Chine aussi comme un rival systémique.
Mais déjà 5 ans plus tard, on est dans une nouvelle situation où il y a un consensus qu'il faut aller même plus loin, mais il n'y a pas un consensus, surtout pas en ce moment, entre les institutions de l'Union européenne et les États membres, jusqu'à où doit-on aller pour protéger les intérêts européens. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, cher Dietmar. On va revenir, bien entendu, sur ces points dans notre débat. Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dominique. Je suis ravi d'être là ce matin. C'est toujours un honneur d'échanger avec Monsieur l'ambassadeur Schweizguth. Puisque un large panorama a été brossé, je vais peut-être me concentrer sur l'époque plus contemporaine et notamment l'année 2023, puisque l'année 2023 se caractérise par un durcissement de la relation bilatérale entre la Chine et l'Union européenne, en dépit d'un certain nombre de rencontres de haut niveau qui se sont passées. Et de manière non exhaustive, on peut rappeler que Ursula von der Leyen, au mois d'avril, avait suivi le président Emmanuel Macron à Pékin pour une trilatérale avec Xi Jinping. Elle y est retournée ensuite lors du sommet Union européenne-Chine avec Charles Michel, le président du Conseil européen, au mois de décembre dernier. Puis il y a aussi eu Josep Borrell, le haut représentant pour les affaires extérieures de l'Union européenne, qui s'est rendu en Chine au mois d'octobre et qui d'ailleurs encore récemment, au mois de février, a rencontré son homologue Wang Yi en marge de la conférence sur la sécurité à Munich. Donc, en dépit de cela, il y a eu un clair durcissement qui s'inscrit, et là je suis totalement aligné avec Monsieur l'ambassadeur sur le fait que ce durcissement s'inscrit dans un temps long, qui a été donc rappelé, un temps long de prise de conscience et d'adaptation progressive, parfois d'ailleurs par à-coups, des changements qui se sont produits en Chine ces 10 dernières années, donc sous la gouvernance de Xi Jinping. Pour donner quelques étapes, certaines ont été citées précédemment, mais on peut remonter à 2016 ou même avant, mais 2016 avec le rachat de l'entreprise de robotique allemande KUKA par la Chine, qui a été une sorte de coup de tonnerre dans le secteur industriel et industriel stratégique en Europe. Donc c'était en 2016. Et puis en 2018, beaucoup se sont rendus compte, particulièrement dans la sphère des études stratégiques, je dirais, y compris des think tanks, un durcissement idéologique à la suite du 19e congrès du Parti communiste chinois, donc qui lançait le second mandat du président et secrétaire général Xi Jinping. Ensuite, il y a eu donc cette fameuse actualisation de la politique de l'Union européenne en 2019, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois avec le fameux triptyque partenariat, compétition et rivalité systémique. Et 2020 a été une année d'accélération très forte de cette tendance qui a commencé en 2016, avec tous les événements que vous connaissez, la question du Covid, la diplomatie du masque, la loi de sécurité nationale à Hong Kong au mois de juin 2020, la diplomatie que l'on a appelée du loup guerrier, donc c'est ce que l'ambassadeur évoquait, cette diplomatie plus agressive de la Chine sur la scène internationale, ainsi que des révélations sur le Xinjiang et des pressions accrues, notamment militaires, dans le détroit de Taïwan. Donc 2020 fait vraiment office d'année charnière, d'année vraiment d'accélération stratégique de ce point de vue. Et donc après 2020, il y a eu la poursuite de ces difficultés, de cette tendance, notamment dans les domaines commercial et industriels. En fait, et pour revenir à l'année 2023, beaucoup espéraient que l'année dernière soit le renouveau de la relation et un rebond important, puisque, vous vous en souvenez, la Chine est sortie de sa politique extrêmement stricte de zéro Covid en novembre 2022. Et donc, à la fois les autorités chinoises annonçaient, mais aussi un grand nombre d'économistes anticipaient que l'année 2023 allait être l'année du rebond, de la réouverture de la Chine et de nouvelles opportunités dans le pays. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé, et même loin de là, puisque le rebond tant attendu n'a pas eu lieu. Les difficultés dans la relation bilatérale n'ont pas été réglées, et loin de là, au contraire même. Et d'ailleurs, les incompréhensions et les frictions semblent s'être accentuées
au cours de l'année 2023 et pour le moment semble sur cette tendance-là pour 2024. Alors, il y aurait deux illustrations très générales de ça, mais après, je rentrerai un peu plus dans les détails. C'est d'abord le déficit commercial entre l'Union européenne et la Chine, qui vraiment est l'illustration la plus claire de ce manque de réciprocité, de ce déséquilibre dans la relation, avec un déficit qui a atteint 400 milliards d'euros en 2023, donc un record. Il y a aussi certaines pratiques déloyales de la Chine dans des secteurs industriels clés, en tout cas identifiés comme tels par l'Union européenne, et qui, pour certains, menacent directement l'industrie européenne, à la fois sa sécurité économique, mais aussi sa stabilité sociale. Un terme d'ailleurs, stabilité sociale, qui est cher, qui est très important en Chine même. Mais on pourra revenir, là j'ai en tête évidemment l'enquête sur les subventions dans le secteur des véhicules électriques en Chine. Alors justement, comment s'est manifesté, pourquoi est-ce que je parle de durcissement, comment s'est manifesté ce durcissement dans la relation côté européen? Et je prendrai 4 exemples non exhaustifs, mais qui me semblent extrêmement illustratifs. Le premier, c'est le discours de Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, le 30 mars 2023. On est à quelques jours de son déplacement en Chine que je viens d'évoquer avec Emmanuel Macron. Et donc, elle prononce ce discours à l'invitation de deux think tanks européens, et un discours qui est entièrement consacré à la Chine, un discours qui est fort et sans concession, je dirais, mais qui est aussi relativement équilibré, puisque d'un côté, elle reconnaît que la Chine est un partenaire absolument incontournable pour toutes sortes de questions, en raison du poids économique de la Chine dans l'économie mondiale, mais aussi pour la lutte contre le changement climatique, par exemple, et diplomatiquement aussi pour les affaires, pour gérer les affaires du monde. La Chine est absolument incontournable. On doit coopérer, on doit composer avec la Chine. Mais aussi, elle note de manière très lucide, elle prend acte de la radicalisation du pouvoir du Parti communiste chinois, de la fin des réformes économiques aussi, question très importante, et d'une posture plus agressive sur la scène internationale. Et surtout, et c'est là qu'elle propose un nouveau concept sur la scène européenne qui me semble, et on pourra en discuter, mais qui me semble aujourd'hui faire relativement consensus. Elle propose une stratégie de dérisking qu'elle décline en 2 volets, une stratégie de dérisking diplomatique et de dérisking économique. En bon français, on pourrait parler de réduction des risques. Et donc, c'est ce qui a été évoqué, ce qui s'est après décliné dans un rapport plus formel et officiel, qui est ce qu'a évoqué l'ambassadeur sur la sécurité économique européenne. Là aussi, qui ne vise pas seulement la Chine, mais la Chine est une grande composante de par son poids économique. Donc ça a été quand même, on pourrait, et probablement qu'on s'en rappellera dans les années qui viennent, comme une étape, puisque on a quelque part, elle a tordu le cou peut-être une bonne fois pour toutes au concept de découpling dont on parlait depuis quelques années, tout en disant que personne n'en voulait, mais on continue quand même d'en parler, concept qui nous vient plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, le dérisking, à la limite, est quelque chose d'un peu plus raisonnable, peut-être d'un peu plus réaliste aussi, et d'ailleurs, concept qui aujourd'hui a été repris à Washington. Je dis en passant, mais elle a prononcé un autre discours d'ailleurs sur la Chine la même année, en 2023, le 16 novembre dernier, où elle a répété ces éléments. En tout cas, elle les a affinés, mais ce qui montre que, en tout cas, pour la présidente de la Commission européenne, la Chine est un élément important sur lequel on doit se concentrer, et ce qui a justifié 2 longs discours au cours de l'année 2023. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est pour le situer historiquement ou temporellement, c'est le mois d'octobre 2023, qui a été très très riche en accumulation de nouvelles mesures qu'on pourrait dire d'autodéfense du marché européen, que d'autres appelleraient protectionnistes. Et donc, pour en citer que quelques-uns, et vraiment, je ne vais pas être exhaustif parce que la liste est longue si on ajoutait toutes les autres mesures qui sont venues en 2023, mais il y a eu d'abord le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été mis en place le 1er octobre et qui est conçu en fait pour empêcher l'industrie européenne d'être sous-cotée par des produits moins chers provenant de pays dont les règles environnementales sont plus faibles, et notamment la Chine. Autre exemple, c'est la publication de la liste des 10 domaines technologiques critiques
pour la sécurité économique de l'Union européenne, avec en premier lieu les semi-conducteurs de haute performance, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, les biotechnologies, et puis après ça se décline aussi dans la connectivité avancée, donc par exemple la 5G, la 6G, la navigation, les technologies digitales, et je ne fais pas toute la liste. Il y a aussi eu un instrument anti-coercition qui a été déployé, qui permet en fait, face à des coercitions étrangères, notamment des coercitions économiques, de mettre en place des mesures de rétorsion ou des représailles dans le domaine économique également, avec des restrictions au commerce, aux investissements et aux accès aux marchés publics des États membres de l'UE contre ces États qui tenteraient d'appliquer une certaine coercition sur les États membres de l'Union européenne. Là, il y a aussi un exemple historique qui est important, qui a marqué les États européens, c'est celui de la Lituanie, qui en 2021, tout au long de l'année 2022, la Chine a coupé la quasi-intégralité du commerce bilatéral avec la Lituanie pour des questions liées à Taïwan, donc pas liées au commerce direct, et donc aussi en rupture avec les règles du commerce avec l'Union européenne. Troisième élément assez illustratif, c'est le sommet Union européenne-Chine qui s'est tenu le 7 décembre à Pékin. Alors c'est un sommet qui devait être, et qui peut-être a été très important. C'est d'ailleurs le premier sommet depuis presque 5 ans qui s'est tenu en personne en raison du Covid, etc. Et donc où Ursula von der Leyen et Charles Michel se sont rendus en personne à Pékin pour avoir un dialogue avec le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang. Là aussi, il est important probablement, puisque ce sommet a montré probablement la position à la fois la plus unifiée, mais aussi la plus ferme de la part des dirigeants européens, qui d'ailleurs ont des accords entre eux, mais voilà, une position largement unifiée vis-à-vis de la Chine sur le déséquilibre de la relation, encore et toujours, la question de l'Ukraine, à la fois sur le manque de clarté de la position chinoise, mais aussi sur le fait que certaines entreprises chinoises tentent de contourner les sanctions, et aussi les préoccupations face à la dégradation de la situation dans le détroit de Taïwan. Et donc, il y a eu des déclarations assez claires là-dessus. Dans ce contexte de sommet de l'Union européenne, la veille, l'Italie avait annoncé la sortie de la BRI, de la Belt and Road Initiative, donc l'initiative des nouvelles routes de la soie, ce qui a été là aussi un coup dur d'une certaine manière pour Pékin. Donc il y a eu un constat finalement partagé qui n'était pas nouveau, mais qui sans doute a été plus fort que jamais sur le fait que le dialogue entre l'Union européenne et la Chine était un dialogue de sourds, ce qu'avait déjà dénoncé par le passé Josep Borrell et un grand nombre d'observateurs. Et d'ailleurs, pourquoi dialogue de sourds? Parce que d'un côté, on a des dirigeants européens qui montrent des préoccupations très fortes à l'égard de questions géopolitiques, de questions commerciales. Et en face, en fait, on a une réponse à ces préoccupations de la part des autorités chinoises qui est en total décalage, puisque Xi Jinping a livré, et donc là je me réfère au communiqué officiel chinois, mais donc Xi Jinping a livré une vision angélique de la relation présentée comme fructueuse et comme complémentaire, terme qu'il répète à plusieurs reprises. Vantant la bonne, et là je cite, la bonne dynamique de la croissance, la bonne dynamique et la croissance stable de l'économie chinoise. Donc ce type de constat, d'analyse en tout cas, va totalement à l'encontre de l'ensemble des économistes et des politistes qui regardent à la fois l'économie chinoise et leurs relations bilatérales. Et donc c'est peut-être un discours qui s'inscrit dans ce qu'on appelle, et ce qui a été évoqué, cette offensive de charme chinoise ces dernières années, mais qui ne semble pas tromper, ou qui ne semble tromper personne, puisque la réalité de la relation, je crois qu'elle a été décrite, et elle rassemble de plus en plus un large consensus en Europe. Enfin, mon dernier exemple, et ça permettra peut-être une transition pour la discussion, c'est en 2023 peut-être le désaveuglement des Européens sur le rôle que peut jouer ou que veut jouer la Chine dans la guerre en Ukraine. Et ce désaveuglement, à mon sens, il est intervenu après la visite
de Xi Jinping, la visite d'État à Moscou en mars 2023. Visite d'État de 3 jours en grande pompe où vraiment il a montré l'amitié qu'il portait pour le dirigeant russe. Et alors même, donc c'était à quelques jours avant la visite du président Emmanuel Macron, qui entendait aller porter le sujet de l'Ukraine, qui était la priorité de l'agenda présidentiel dans les discussions avec Xi Jinping, pour tenter de trouver un accord, de tenter de trouver un terrain d'entente avec Xi Jinping pour que la Chine puisse jouer un rôle constructif, peut-être même faire pression sur Vladimir Poutine. Après la visite d'État de Xi Jinping à Moscou, je crois que les choses étaient beaucoup plus claires pour l'ensemble des dirigeants européens sur le fait que la Chine soutenait bel et bien Vladimir Poutine. Alors soutenait, je suis d'accord totalement sur le plan politique, hein, il n'y a pas pour le moment de soutien militaire de la Chine et c'est très important. Mais en tout cas, il y a une convergence idéologique et politique entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Et donc, et donc voilà, en dépit du fait d'ailleurs que l'invasion de l'Ukraine par la Russie viole l'ensemble des principes revendiqués de longue date, hein, depuis les années 50, les principes fondamentaux de la politique étrangère chinoise, le fait est que la Chine n'a pas fait un geste dans le sens d'une position constructive pour tenter de trouver une solution à la crise. Et donc ça, pendant à peu près 15 mois des premiers mois de la guerre, un certain nombre de dirigeants européens pensaient que la Chine pouvait jouer ce rôle, sont allés à Pékin pour tenter de convaincre Xi Jinping, et à mon sens en vain. Et à mon avis, la visite d'État de Xi Jinping a permis de clore ce débat-là en Europe. Merci beaucoup, Marc, et merci tous les deux pour ces introductions. Je voudrais qu'on reste un peu sur le domaine économique qui est assez obsessionnel par les temps qui courent. Marc, vous avez donné une première vue de la pluie de mesures adoptées par l'Union européenne sur les investissements, contre les pressions étrangères, pour l'indépendance technologique, etc. Je vais vous poser une question à tous les deux très naïve. Est-ce que cette pluie de mesures dénote une certaine cohérence? Est-ce que cette cohérence donne une certaine efficacité? Je sais bien que l'Union européenne apparaît toujours comme prenant une pluie de mesures contradictoires et qu'on a du mal à reconnaître cette cohérence. Donc, quelle cohérence, quelle efficacité et en réalité, quelle contradiction avec les intérêts des États membres. Et là, bien entendu, ici, on est en France, il y a quelque part, pas loin de nous, l'Allemagne. On sait qu'on n'a pas les mêmes intérêts économiques, en particulier vis-à-vis de la Chine. Autrement dit, ce package européen, quelle cohérence et quelle efficacité a-t-il dans le domaine économique? Je sais que ce sont des questions absolument immenses, mais donnez-moi quelques éléments de réponse, dites-moi. On passera à la politique et aux crises après, bien sûr. Oui, je pense qu'il faut voir un peu l'évolution de la politique commerciale de l'Europe. Et c'est une évolution qui est vraiment remarquable, hein, parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas de consensus au sein de l'Union européenne d'adopter des mesures restrictives de défense autonome en relation commerciale. Le seul instrument dont l'Union européenne disposait jusqu'en 2017 était vraiment le fait que la Chine n'a été pas reconnue comme un marché, comme une économie des marchés selon les règles de l'OMC. Donc, il y avait les moyens d'adopter les mesures anti-dumping, mais dans un cadre assez limité. À part ça, le manque de réciprocité dans les relations économiques entre la Chine et l'Europe posait toujours le problème que l'Europe disait nous ne voulons pas devenir plus protectionniste d'une manière de fermer notre marché. Ce que nous voulons, c'est que les marchés chinois deviennent aussi ouverts que les marchés européens. Et moi, quand j'étais ambassadeur en Chine, je me demande toujours, c'est bien ça, je vais ça dire tous les jours aux Chinois, mais
qu'est-ce qu'on fait s'ils refusent ou ils nous disent, bon, vous savez, nous sommes toujours un pays en voie de développement, etc. Donc, après 2 ans où la Chine a fait beaucoup de pression d'être acceptée comme une économie des marchés, ça allait jusqu'au au moment où on n'a pas adopté de communiqué commun lors du sommet de 2016 et de 2017, l'Union européenne a changé de cap. Et, et peut-être c'est lié aussi au fait que c'était l'année du Brexit. Donc, au sein de l'Union européenne, il y avait toujours une alliance assez forte de ceux qui soutenaient le libre-échange à tout moyen, mais c'était plutôt limité au Royaume-Uni, les pays scandinaves, les Pays-Bas. Mais avec le Brexit et aussi avec les coups du tonnerre, comme Marc l'a qualifié de l'investissement dans KUKA, l'Allemagne, là, l'Europe s'est rendu compte qu'il faut disposer des moyens, des mesures défensives pour faire face à cette compétition déloyale par la Chine. Donc, on a développé un nombre de mesures et des instruments anti-dumping, anti-subvention, filtrage des investissements, l'instrument contre la coercition a été mentionné, et aussi pour établir une espèce d'équilibre dans les marchés publics, et finalement aussi la législation pour pouvoir faire face aux situations de subventions massives pour les États, pour les entreprises d'État chinois avec l'instrument d'anti-subvention. Donc, je pense qu'il y a une cohérence dans cette évolution et aussi une cohérence dans la politique commerciale qui dit toujours que nous voulons élargir les échanges commerciaux. Nous voulons aller plus loin, mais sur la base d'une compétition fair et égale. Là où la question se pose d'une manière différente, c'est dans les domaines dans la sécurité économique. Parce que toutes les mesures que je viens d'énumérer sont dans le domaine de la politique commerciale extérieure, qui est la compétence de la Commission. Quand il s'agit de la politique de sécurité économique, par exemple le contrôle des exportations, aussi le filtrage des investissements, là, la question devient beaucoup plus compliquée. Donc, je dirais oui, en ce qui concerne la politique commerciale, qui se base sur le dialogue, les mesures de promouvoir l'échange, mais en même temps une panoplie de mesures défensives pour faire face à une compétition déloyale. Ça, c'est tout à fait cohérent. Et là, je pense que les États membres sont aussi d'accord et sont derrière la Commission. Et comme je viens de dire, maintenant, on est dans une nouvelle étape et là, ça va être plus compliqué. Marc? Oui, alors sur l'efficacité de ces mesures, en tout cas celle que j'ai citée d'octobre, il est trop tôt pour le dire. En tout cas, moi, je n'ai pas la capacité à évaluer. Ce que je retiens en revanche de cette pluie de mesures, c'est qu'elle démontre ou elle nous dit un certain consensus en Europe de la part des États membres, justement. Donc, sur votre question sur le fait que est-ce qu'il y a une contradiction dans les intérêts, bah là, en tout cas, il y a eu un consensus pour dire que c'était dans l'intérêt de l'Union européenne et des États membres de mettre en place ces mesures pour protéger le marché européen. Et d'ailleurs, je pousserai plus loin ce consensus. En fait, je crois qu'il est au-delà de consensus politique dans les États membres au sein du Parlement européen. Je crois même que
que la plupart de l'économie, c'est-à-dire des industriels européens, des entreprises européennes, sont d'accord là-dessus. Je veux dire, voient que les perspectives économiques et les capacités à faire du business en Chine sont de plus en plus restreintes, de plus en plus contraignantes. Et donc, ils voient aussi l'arrivée de concurrents chinois sur le marché européen. Et donc, en fait, les entreprises sont elles aussi en demande, à l'exception d'un petit nombre d'entreprises, une poignée d'entreprises sans doute en France et en Allemagne, qui ont des intérêts importants et qui, pour elles, ont une stratégie encore d'engagement et d'investissement massif en Chine, mais qui ne représentent pas l'avis de l'ensemble de l'industrie européenne et des États membres. Donc en fait, ce consensus, c'est pas, voilà, c'est pas certains politiques contre les entreprises. Je crois que là, il y a une certaine cohérence et un certain consensus dans ce domaine. Je voudrais aussi réagir sur le terme de protectionnisme qu'on a utilisé ou évité dans la discussion. En tout cas, moi, dans mes conversations avec des homologues chinois, c'est un terme qui revient tout le temps sur le fait que l'Union européenne était un champion du libre-échange, champion de la mondialisation, et qu'aujourd'hui, elle se met à faire du protectionnisme et que c'est bien dommage. En réalité, l'Union européenne est la dernière, si elle fait du protectionnisme, elle est la dernière à faire du protectionnisme. Les États-Unis en ont toujours plus ou moins fait et en font beaucoup plus aujourd'hui. Et puis surtout, la Chine n'a jamais été autre chose que protectionniste, puisque avec le statut spécial dont elle dispose à l'OMC, qui a été évoqué à plusieurs reprises, aujourd'hui, on peut dire qu'on joue au même jeu, mais pas avec les mêmes règles avec la Chine. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement des risques par des politiques industrielles chinoises qui font peser des risques sur l'industrie européenne. J'évoque notamment l'industrie des véhicules électriques, puisque c'est celle dont on parle énormément en ce moment. Et donc, il y a eu, d'ailleurs, je l'ai évoqué au début, mais là aussi, au mois d'octobre, il y a eu cette enquête lancée par la Commission européenne, enquête sur les subventions dans l'industrie des véhicules électriques en Chine, pour voir si donc il n'y avait pas de subventions, auquel cas la vente de véhicules électriques chinois sur le marché européen, véhicules subventionnés, donc vendus à un prix beaucoup plus abordable, serait une concurrence déloyale. Ça, c'est quelque chose qui est d'une part, en termes purement de règles économiques, n'est pas égal, n'est pas fair, n'est pas loyal, mais beaucoup plus que cela, ça représente un risque pour une industrie européenne qui est massive, qui est aussi historique, qui est plus que centenaire. Et l'industrie automobile en Europe, elle est importante pour la France, pour l'Allemagne, pour la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, etc. Donc ce n'est pas simplement les intérêts d'un État membre ou deux, c'est vraiment une question d'industrie européenne. Et donc, évidemment, il y a une question de manque à gagner, une question de manque à gagner à long terme, mais je pense qu'il y a aussi une question sociale. L'automobile, ça représente, l'ordre de grandeur, c'est entre 1 et 2 millions d'emplois directs et indirects. Si en l'espace de quelques années, je rappelle que donc à 2035, les véhicules thermiques seront interdits à la production et à la vente sur le marché européen, il y a donc un défi économique très fort, mais aussi un défi social très très important, puisqu'on parle de centaines de milliers, de millions d'emplois qui pourraient potentiellement être perdus. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour la Chine qui revendique, et Xi Jinping qui a d'ailleurs été l'architecte de ce concept de sécurité nationale, une sécurité nationale qui est avec une conception extrêmement large, une sécurité culturelle, économique, financière, etc. La stabilité sociale est aussi quelque chose de très important pour la Chine. Parfois, on comprend mal pourquoi est-ce que les Chinois ne comprennent pas ces préoccupations que l'on peut avoir pour notre propre sécurité, à la fois économique, mais à la fois sociale. Est-ce que je pourrais ajouter juste un mot? Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais il faut se rendre compte parce que si on prend le cas des véhicules électriques, il y a une surcapacité énorme maintenant grâce aux subventions en Chine. Alors, que faire avec cela? Si vous regardez un peu les marchés mondiaux, le marché des États-Unis est clos. Il n'y a pas une seule véhicule, soit traditionnel ou électrique, chinoise au Japon, ni en Corée du Sud. Donc, il n'y a que l'Europe qui reste toujours ouverte. Et ça, c'est un peu le problème, justement, qu'on en a. Il serait tout à fait naïf de dire que on va voir ça comme une partie du commerce tout à fait normal. Si
toute l'industrie entend des changements profonds qu'on n'a pas vus depuis des décennies. Ça, c'est tout à fait clair. Ça serait un élément, à mon avis, tout à fait critique dans les relations avec la Chine, mais il y a d'autres aussi. Prenez l'industrie ferroviaire, par exemple, ou aussi les industries qui sont liées à l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, l'énergie éolienne. Là on a toute une nouvelle situation dans les relations économiques et commerciales qu'il faut adresser. Nous allons nous méfier de la gentillesse et de la courtoisie chinoise en matière automobile, comme en matière de panneaux solaires. On approfondira un petit peu là-dessus si vous le souhaitez tout à l'heure. Je vais vous ramener sur un terrain un peu plus politique. À propos d'amitié, cette amitié sans limite ou éternelle, est-ce que vous pourriez, entre la Russie et la Chine bien entendu, est-ce que vous pourriez préciser à votre sens son poids et son sens? Vous savez qu'on a dans la salle l'ambassadeur Andrieux qui a écrit là-dessus, mais on sait qu'il y a plusieurs dynamiques d'interprétation de cette amitié. On sait que l'amitié, par ses embrassements, peut être dangereuse de temps en temps et peut étouffer la victime. Autrement dit, est-ce que la Russie est dans une position de profiter de cette amitié? Est-ce qu'elle est dans une position de junior partner qui est promis à l'étouffement chinois? Est-ce que l'amitié chinoise est un piédestal pour la Russie pour regagner une surface diplomatique qu'elle avait perdue avec l'invasion chinoise? Est-ce que les Chinois méprisent largement la faiblesse russe, etc. Et qu'est-ce que tout ça nous promet pour, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, une nouvelle structuration des relations internationales? Autrement dit, quelles sont les stratégies que nous, il faut qu'on emploie, nous, Européens, nous, Union européenne et nous, États européens, on entretient vis-à-vis de ce couple, soit pour les séparer, soit pour affaiblir leur poids collectif, etc. Oui, moi je dirais l'amitié entre la Russie et la Chine a clairement des limites. Mais ce sont les limites qui ne sont pas prononcées. Les relations entre la Russie et la Chine ont été toujours un peu compliquées. Et si on parle aux Chinois et aux Russes, ce qu'ils pensent les uns des autres, là, la situation est un peu plus complexe. Mais ils sont dans une relation où une amitié, une relation de plus en plus étroite fait beaucoup de sens pour les deux. Il est dans leur intérêt, au moins actuel. Donc, à mon avis, il était toujours un peu naïf de s'attendre que la Chine allait soutenir la position occidentale dans le cas de l'agression russe contre l'Ukraine, pour le simple fait que il n'aurait pas obtenu quelque chose en retour. La situation entre les États-Unis et la Chine, la relation n'aurait pas fondamentalement changé si la position russe aurait été différente de celle qu'elle était. C'est différent en ce qui concerne l'Europe. Parce que nous, l'Europe ne se voit pas forcément dans une situation de compétition stratégique pour la prédominance régionale et dans le monde. Donc, si la position russe aurait été différente de celle qu'elle était, les relations entre l'Union européenne et la Chine serait différente. Est-ce que la présidente von der Leyen a clairement dit aussi dans son discours qui a été cité du mars de l'année dernière, et c'est aussi quelque chose qui a été dit clairement lors de plusieurs visites de l'année dernière, y inclus du président Macron. Mais pour la Chine, la guerre en Ukraine a plusieurs avantages. Et l'avantage de voir l'Ouest affaibli
les États-Unis distraits de leur focus sur l'Indo-Pacifique, des bénéfices commerciaux du fait qu'il y a un détour de flux économiques. L'énergie à prix bas. Donc, tout cela a des avantages pour la Chine. Mais je pense que pour la Chine, cette amitié va beaucoup plus loin. Comme je l'ai déjà dit dans mon introduction, pour la Chine, la question est d'une confrontation à long terme avec les États-Unis et aussi la quête pour les alliances au niveau mondial et aussi la quête pour un ordre international alternatif à l'ordre dominé par les États-Unis et ses alliés. Et pour cela, elle a besoin de la Russie, qui est toujours membre permanent du Conseil de sécurité, une force nucléaire importante, mais la Russie a aussi des relations importantes un peu dans toutes les régions stratégiques, au Moyen-Orient, en Afrique, et tout cela veut que, et aussi membre des BRICS, des CE, etc., tout cela veut que la relation entre la Chine et la Russie a fondamentalement changé. Il y a peu d'années, la Russie s'est voyée dans cette relation toujours comme le partenaire le plus fort, le plus influentiel. Et ça a changé. La Russie est devenue le junior partner par la force des choses. Donc, pour la Russie, cette relation n'est pas forcément quelque chose de bénéfique au long terme, mais il y a peu de choix. Hein. C'est ça un peu la relation, mais je pense que ce serait naïf de s'attendre à un changement de cette relation qui est alliée dans une résistance contre les États-Unis et ses alliés. Et ça va perdurer pendant pas mal de temps, je pense. Oui, les systèmes d'instrumentalisation croisés sont les plus stables, sans doute. Marc. Oui, je suis tout à fait d'accord sur donc, la question de l'amitié sans limite, sur le fait que non, effectivement, il y a des limites. D'ailleurs, il est toujours de bon ton de citer le général de Gaulle dans ce type de cénacle, mais donc le général disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je pense que c'est aussi valable pour la Russie et pour la Chine. En fait, je pense qu'il y a une sorte d'alignement à la fois paradoxalement, mais idéologique et pragmatique entre Moscou et Pékin, sur une question qui est fondamentale, vraiment qu'il faut surtout pas sous-estimer, que je ne sous-estime pas, mais qui est un alignement en fait dans l'opposition à une certaine domination américaine, à un Occident. Aux démocraties libérales de manière plus générale et aussi à l'OTAN en particulier. Et donc dans cette opposition, là-dessus, il y a un alignement parfait entre Pékin et Moscou, peut-être parfois une coordination, notamment pour ce qui concerne les campagnes de désinformation, etc. De là à dire qu'il y a une alliance ou vraiment une coopération formelle et fondamentale dans ce domaine, j'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été rappelé, c'est cet alignement dans la déclaration conjointe du 4 février 2022, donc à 3 semaines de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous vous en souvenez sans doute, c'était un événement très important. Vladimir Poutine s'était rendu à Pékin, c'était le matin même de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Et donc, les deux chefs d'État avaient signé cette déclaration très longue, plus de 10 pages, où ils exposaient un peu leur vision du monde commune. Mais, et je crois qu'il faut le rappeler, une fois cette vision commune présentée, celle que je viens de vous présenter, cette opposition donc, aux États-Unis, à l'Occident, à l'OTAN, finalement, ils ne parlent pas, ils parlent en fait rarement, voire jamais, de leur relation bilatérale. Donc en fait, on voit que dans le domaine militaire, il y a des patrouilles conjointes de plus en plus courantes, mais de réelle intégration, de réelle coopération fondamentale dans des domaines stratégiques comme les sciences et technologies, comme des équipements de défense ou de l'entraînement conjoint, c'est-à-dire une réelle intégration et interopérabilité entre les forces russes et chinoises, je suis encore, pour ma part, un peu sceptique. Et l'Ukraine, finalement, est une très bonne illustration, un très bon cas d'étude de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire cet alignement dans le domaine international et dans la rivalité avec les États-Unis, mais finalement
pas dans beaucoup d'autres domaines. Pourquoi? Parce que sur l'Ukraine, la Chine est alignée, n'est pas alignée avec la Russie sur le plan, sur le fait, sur le fait qu'officiellement elle se revendique comme neutre. Elle n'a jamais aussi reconnu les territoires annexés par la Russie, que ce soit l'Ukraine, les républiques dans le Donbass, etc. Donc elle considère toujours l'Ukraine en tout cas officiellement, dans son territoire total. Mais et aussi elle ne soutient pas, je l'ai déjà précisé, elle ne soutient pas militairement la Russie. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y a un alignement de Pékin sur Moscou. On ne peut pas dire qu'il y a un plein soutien de Pékin à Moscou. Mais aussi, il faut reconnaître, et c'est probablement ce que les dirigeants européens ont tardé à reconnaître, c'est que la Chine n'a non plus aucun intérêt à aider les Européens, et notamment des puissances membres de l'OTAN, de lutter contre Vladimir Poutine et l'armée russe en Ukraine. Et donc, on voit cette espèce d'ambiguïté de la Chine qui n'a pas beaucoup plus d'intérêt à soutenir Vladimir Poutine trop avant, mais en revanche, qui n'a pas d'intérêt, qui n'en aura pas à l'avenir à nous aider, nous, à mettre fin à cette guerre. Merci. Avant de donner la parole, de faire circuler la parole dans la salle, je vais vous poser une question très courte et très simple. Si la situation se dégrade gravement vis-à-vis de Taïwan, entre la Chine et Taïwan, sous une forme ou sous une autre, que peut-on imaginer que fasse l'Union européenne? Rien? Beaucoup? Un peu? Regarder ailleurs? Ou que l'Union européenne ne fasse rien en tant que telle, qu'elle laisse les États se débrouiller? C'est un sondage à panel un peu limité. Mais... On en a parlé déjà beaucoup. À mon avis, il serait clair que faire rien, ce ne sera pas une option. On ne pourrait pas imaginer une situation où il y avait une attaque chinoise vers le Taïwan et une réaction qu'on ne connaît pas encore de la part des États-Unis, mais soit militaire, soit économique, par des sanctions. Et dans une telle situation, pour l'Europe, de se mettre à part et disant que ça c'est un conflit régional qui ne touche pas, ce sera tout à fait ridicule. Aussi pour le fait que les effets pour le commerce global, pour les intérêts économiques de l'Union européenne, pour la sécurité globale, irait beaucoup au-delà du cas de l'Ukraine. Est-ce qu'on pourrait vraiment imaginer que l'Europe dit à tout le monde qu'il faut soutenir la position européenne dans le cas de l'agression russe contre l'Ukraine, et quand il s'agit d'une agression contre un quasi-État démocratique en Asie, on se retire et dit bon, ça c'est une affaire chinoise intérieure. Ça me paraît tout à fait impossible. Mais ça pose aussi la question un peu, pas seulement qu'est-ce qu'on ferait dans un cas où, mais quelle est la politique de l'Union actuelle et quels sont nos messages vers la Chine dans nos discussions bilatérales. Et là, je pense qu'il faut être tout à fait clair. Il faut être clair que pour l'Union européenne, le maintien du statu quo dans les territoires de Taïwan est une question qui n'est pas une question mineure. C'est une question qui est tout à fait d'une importance essentielle. Donc, il faut donner déjà les messages que dans un cas où il y avait une tension ou un conflit dans le détroit de Taïwan, il y aurait une réaction européenne et une réaction européenne forte. C'est un message qu'il faut donner. D'autre part, il faudrait aussi, à mon avis, éviter des provocations qui ne sont pas nécessaires, parce que maintenir le statu quo, ça
suppose qu'il y a une certaine responsabilité et aussi une politique raisonnable des deux côtés. Marc, un petit mot sur cette question simple. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. En fait, oui, pour le poser simplement, l'Union européenne a des intérêts, et pas des petits intérêts, elle a des intérêts très très importants dans le détroit de Taïwan, puisque c'est une route commerciale internationale absolument cruciale, à la fois pour ses exportations vers l'Asie, hein, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, etc., mais aussi pour ses importations. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que déjà le premier, s'il y avait une crise dans le détroit, la question des semi-conducteurs, de l'approvisionnement européen de semi-conducteurs serait une question absolument cruciale, décisive pour beaucoup d'industries européennes. Donc, à partir du moment où on comprend ça, est-ce que l'Europe réagira? Eh bien, évidemment que oui. Là, c'est même pas révolutionnaire de le dire, c'est évidemment que à partir du moment où un pays ou la communauté européenne est face à une menace pour ses intérêts, elle réagira. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est de dire comment. Il y a toute une palette d'options possibles. L'Union européenne se dote aujourd'hui d'instruments pour être en mesure d'être plus forte justement face à des risques géopolitiques internationaux. Et donc, c'est difficile à dire si ce sera seulement des déclarations politiques, si ce sera des mesures de coercition, des sanctions économiques, par exemple, ou carrément une intervention militaire qui serait peut-être pas collective, mais à la limite, pourquoi pas. Mais en tout cas, je dis juste les options qui sont sur la table, en rappelant d'ailleurs que finalement l'Union européenne a toujours surpris, souvent positivement dans les moments de crise. En réalité, on a été surpris de la réaction de l'Union européenne face au Covid, enfin la solidarité qui s'est manifestée, mais aussi lors de la guerre en Ukraine. Donc, je pense que, et je rejoins tout à fait Monsieur l'ambassadeur sur son dernier point, sur le fait qu'en fait, moi, je ne sais pas comment on réagira. Je sais qu'on réagira. Et du coup, il est très important dès aujourd'hui, en fait, d'avoir un discours clair, cohérent et, si possible, surtout collectif, justement, sur cette question-là, pour rappeler d'ailleurs la dimension internationale du détroit de Taïwan, puisque là, je rappelle que c'est pas une position qui est sensible, qui est controversée. Par rapport le statut de Taïwan est une question sensible et controversée. La question du détroit n'est pas sensible et controversée. Le détroit de Taïwan est une route commerciale internationale. D'après la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, une mer territoriale fait 12 nautiques et pas plus. Donc la Chine n'a pas de droit souverain, comme elle le revendique, sur l'ensemble du détroit. Et d'ailleurs, elle revendique ses droits souverains depuis seulement 2021. Avant, la Chine ne revendiquait pas de droits souverains sur le détroit de Taïwan. Donc je pense qu'il faut, sur la question justement, si l'Union européenne, comme reconnaît la Chine, est un champion du libre-échange, une puissance normative et qui reconnaît et fait respecter le droit international, je pense qu'il faut être très clair sur nos appuis, sur le fait que le détroit de Taïwan est une route commerciale internationale. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. Il nous reste 20 minutes. J'ai vu les mains qui se levaient. Je vais prendre plusieurs questions à la suite. Est-ce que vous voulez bien poser des questions rapides pour laisser la parole à nos amis? Mademoiselle, ce monsieur, levez vos mains et puis après on passe de l'autre côté. Oui. Bonjour, Michel Makinski. Ne pensez-vous pas que dans la relation russo-chinoise, on oublie, à propos de la crise ukrainienne, le fait que lorsque celle-ci a été déclenchée, Xi Jinping a exprimé tout de suite sa désapprobation au sommet du groupe de Shanghai en septembre 2022, où Poutine est allé quêter l'approbation et en public, Xi Jinping lui a dit, un, que c'était une très mauvaise idée, et deux, a dit, ne touchez pas au Kazakhstan. Et on a vu ce que les rebonds que ça a eu en Asie centrale. Donc, la question qui est posée, ne pensez-vous pas qu'en réalité, la Chine n'a pas eu d'autre choix que de laisser la Russie s'enfoncer dans ce conflit et dont la Chine, conformément à ses intérêts, essaie d'en tirer profit? J'ai une deuxième question très courte. On a évoqué le règlement anti-coercition. Au vu de sa faible efficacité, pense-t-on sérieusement que ce puisse être une arme utile contre les pressions chinoises? Merci. Madame, là, s'il vous plaît. Oui. Je viens vers vous.
Bonjour, je suis la correspondante pour l'agence de presse de Taïwan. Parce que Xi Jinping il va bientôt visiter la France et on dit qu'il vise un peu la France pour séduire encore l'Union européenne. Donc, je voudrais savoir, pendant sa visite, quel est le message qui va être envoyé à Xi Jinping? Est-ce qu'on va parler le droit de l'homme? Est-ce que c'est un bon moment pour parler de Taïwan? Parce qu'on sait que le sujet Taïwan est vraiment au cœur de Xi Jinping. Et c'est Tout ma à fait. question. Merci de votre question, madame. Je précise que nous ne sommes quand même pas le gouvernement français, mais enfin, on va essayer de vous répondre anyway. Je vais dire heureusement. Madame. Bonjour, Elvire Fabry, Institut Jacques Delors. Si on regarde l'avenir et un potentiel scénario de deuxième présidence de Donald Trump, comment est-ce que vous voyez évoluer la relation entre Union européenne et Chine? Une Chine qui aurait encore plus besoin d'accéder au marché unique européen et qui pourrait se montrer aussi plus dure, plus hostile. Merci Elvire, que je n'avais pas reconnue, pardonne-moi. John. Bonjour, John Simon, chercheur au Centre Asie de l'IFRI. Question rapide sur les sources de friction et de tension entre la Russie et la Chine. Pour évoquer la question de la Corée du Nord, si vous avez quelque chose à dire sur la convergence, enfin le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord, et comment c'est perçu en Chine, et si c'est une source de friction ou pas, et comment. Merci. Merci beaucoup. On va basculer de l'autre côté, si vous voulez bien. Bonjour, Gabriel Grésillon, Les Échos. Une question qui est dans le prolongement de celle qui vient d'être posée par rapport aux États-Unis. En fait, on sent à Bruxelles une volonté de trouver une voie européenne qui soit distincte de la voie américaine vis-à-vis de la Chine. En même temps, vu ce que vous nous avez dit, il y a véritablement sur le plan idéologique une confrontation qui se joue de la part de la Chine et de la Russie. Vis-à-vis de l'Occident en général et de tout ce qu'il représente. Donc, ma question c'est, est-ce que c'est pas chimérique de la part de l'Europe d'espérer trouver une troisième voie? Voilà. Ah, il faut repartir. Tenez, vous êtes là-bas, monsieur, je vous en prie. Mais on va être obligé de limiter. Bonjour, je suis journaliste de l'agence Chine Nouvelle. Alors, une question simple. L'Europe a une stratégie dans l'Indo-Pacifique. L'Europe a aussi une stratégie vis-à-vis de la Chine. Comment les deux s'articulent-elles? Merci. Je vous remercie de poser des questions courtes et simples. Merci. Voilà, et puis on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Oui, bonjour, Cyril Pliette, l'Express. On a évoqué les relations entre la Chine et la Russie. Je voulais savoir si l'Union européenne a l'impression qu'elle fait face à un ensemble encore plus large qui serait une alliance, ou en tout cas un partenariat entre la Chine, la Russie, mais aussi la Corée du Nord et l'Iran. Et donc, savoir, vous avez évoqué des relations qui avaient des limites entre la Chine et la Russie. Est-ce qu'on peut dire la même chose des relations entre la Chine et l'Iran, et de la Chine et de la Corée du Nord? Bref, est-ce que ça forme un ensemble cohérent, et comment l'Union européenne se positionne par rapport à cet ensemble qui a pour point commun de s'opposer notamment à l'Occident et aux États-Unis? Merci. À côté de vous, donc, voilà, on va s'arrêter là. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, très rapidement, une question pour revenir à des considérations juridiques. On part très vite sur Taïwan, sur des considérations politiques. Il y a quand même un angle mort. Souvent, quelle est la portée réelle du statut juridique, du statut de Taïwan vis-à-vis de la Charte des Nations Unies en cas d'action chinoise, et notamment comment, d'un point de vue des relations de ce qu'on appelle largement du Sud global, mais aussi de certains États neutres européens, celle-ci sera interprétée du point de vue juridique? Merci, monsieur. C'est l'histoire qui crée le droit et non pas le droit qui crée l'histoire. Si vous êtes juriste, vous savez ça. Mesdames, messieurs, je livre votre bouquet de questions à nos intervenants. Vous ne vous vexerez pas s'ils ne refont pas le monde intégralement en répondant à toutes vos questions. On va partir dans l'autre sens. Comme ça va apparaître original. Marc, vous êtes la première victime. Bah, écoutez, vous choisissez vos questions parce qu'il y en a beaucoup.
Oui, alors je ne sais pas, pour la visite de Xi Jinping à Paris, je ne sais pas quels seront les messages envoyés à Xi Jinping. On peut noter que Xi Jinping va visiter a priori 3 pays, la France, la Hongrie et la Serbie. Donc ça donne déjà une certaine idée des pays qui sont visés et peut-être une idée de la manière dont la France est envisagée par la Chine. Cela dit, je dis ça avec une pointe d'ironie, mais ce n'est pas une mauvaise chose que la France soit considérée comme un partenaire de dialogue avec qui on peut échanger, discuter de manière constructive par la Chine. Si on est perçu comme ça par la Chine, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Par contre, je donnerais juste peut-être, ou je souhaiterais, je formulerais le vœu que quand on s'adresse à la Chine, on n'oublie pas, quand on fait de la diplomatie, on ne s'adresse pas à un seul pays, mais à beaucoup de partenaires. Donc, quand on s'adresse à la Chine, je pense qu'il ne faut pas oublier nos partenaires européens. Il ne faut pas oublier nos partenaires de l'Indo-Pacifique, puisque la France est l'architecte de la stratégie européenne de l'Indo-Pacifique. La stratégie Indo-Pacifique est en quelque sorte le concept formulé par Emmanuel Macron lui-même. Donc, si la France veut se prétendre une puissance de l'Indo-Pacifique, je pense qu'il faut que toutes ces positions diplomatiques soient cohérentes entre elles. Et donc, la visite du président Macron en Chine au mois d'avril a pêché, je trouve, en termes de cohérence, à la fois dans la France leader en Europe, la France leader en Indo-Pacifique et partenaire constructif avec la Chine. Donc, moi, je souhaite que la relation avec la Chine soit la plus positive et la plus apaisée, la plus constructive possible, la relation bilatérale, mais en tout cas sans oublier nos intérêts et nos autres partenaires. Sur le scénario Trump, donc, qui nous occupe tous beaucoup. Est-ce que donc la Chine aura encore plus besoin de l'Europe? Oui, je pense. Et donc justement, peut-être que la Chine n'aurait pas intérêt à avoir une position plus agressive. Je dis ça en fait finalement en parlant peut-être plus du passé que de l'avenir. Pendant le premier mandat de Donald Trump, la Chine a saisi vraiment l'opportunité de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pour se présenter justement comme l'adulte dans la pièce, l'acteur responsable sur la scène internationale et donc avec qui on pouvait coopérer sereinement et donc notamment pour l'Union européenne. Donc je pense que dans une situation ou dans un contexte où Donald Trump revenait au pouvoir, la Chine va devoir faire face à une très grande imprévisibilité des États-Unis et donc va chercher la stabilité auprès de l'Union européenne. Donc je ne pense pas, ou peut-être que j'espère, que ça ne suscitera pas davantage d'agressivité, mais peut-être à la limite plus de billes, plus de cartes en main ou de levier pour l'Union européenne dans sa coopération, dans son dialogue avec la Chine. Sur la question de la Corée du Nord, dans le partenariat sino-russe, mais en fait je crois, et à la limite je vais aussi répondre à la question sur l'axe Chine-Russie, Corée du Nord-Iran, en fait je ne pense pas qu'il y ait d'ensemble cohérent parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de coordination très approfondie. Je l'ai déjà un peu dit sur Chine-Russie, parce que peut-être que là, on calque certaines visions que l'on peut avoir de nos systèmes d'alliance avec une confiance, avec une relation historique très importante, avec une confiance stratégique, une intimité stratégique très forte, alors que finalement, ces États-là ont des points de convergence que je disais tout à l'heure, idéologique et pragmatique, donc ce qui est qu'on ne veut pas de cet universalisme, on ne veut pas d'une domination américaine et des droits de l'homme et des démocraties libérales, mais ce qu'ils veulent, c'est que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ensemble cohérent. D'ailleurs, si on regarde un peu, si on lève le capot, on voit que la Chine finalement est un pays qui n'est pas particulièrement plaisant avec ses minorités ouïghours, mais qui n'a pas de problème pour traiter aussi bien avec l'Iran ou l'Arabie saoudite ou l'Égypte, qui eux-mêmes ont des politiques ou des courants de l'islam tout complètement différents. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de... En fait, ils ne se donnent pas de leçons entre eux, ils protègent juste leurs intérêts. Si à un moment, le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie vient s'opposer aux intérêts de la Chine, sans doute que la Chine réagira, et probablement le plus discrètement possible pour ne pas montrer de failles auprès de leurs réels adversaires que sont les États-Unis et le reste de la communauté internationale. Mais je ne suis pas sûr que l'Europe propose de troisième voie. Ça, c'est un vocabulaire qui a été souvent entendu dans la parole présidentielle et d'ailleurs très controversé. Mais je ne sais pas si l'Europe revendique une troisième voie.
peut-être, sans vouloir jouer sur les mots, que l'Europe finalement revendique sa propre voix sans que ce soit la troisième, la quatrième, la deuxième. C'est ce que disait d'ailleurs Josep Borrell en disant, en reprenant une chanson de Frank Sinatra, My Way. En fait, l'Europe doit trouver sa propre voie. Et donc, et à ce titre, je pense que c'est cohérent, c'est pas délirant de la part de l'Europe de vouloir ne pas voilà, proposer sa propre vision des choses. Alors ensuite, sur la cohérence ou l'articulation entre la stratégie indo-pacifique et la stratégie chinoise, il y a une certaine cohérence, mais les deux ne sont pas totalement interconnectés. C'est-à-dire que le constat, c'est qu'en Indo-Pacifique, il y a de très nombreux défis pour l'Europe, pour la France en particulier. Et donc, ils sont très nombreux, ils sont de nature très diverse. Il y a des défis en termes de changement climatique, donc des implications aussi sur les migrations, sur la disponibilité des ressources, etc. etc. Et donc, et parmi tous ces défis, la Chine représente un défi. Un risque parfois, quand il s'agit de pillage de certaines ressources, ou en tout cas de pêche illégale, par exemple, quand il s'agit d'interférences dans certains territoires, et notamment dans des territoires français. Là, pour le coup, la Chine est l'un de ces multiples risques auxquels fait face l'Union européenne en Indo-Pacifique. Mais donc, il y a deux choses différentes. Finalement, la stratégie européenne de la Chine, la stratégie chinoise de l'Europe, c'est plutôt de protéger son marché intérieur, et alors que la stratégie indo-pacifique, c'est plutôt pour faire face à des défis importants à venir. Marc, voilà. Et peut-être sur la dernière question, sur la question juridique liée au statut de Taïwan, je le disais, c'est la question la plus controversée, donc je ne vais clairement pas la trancher maintenant. Mais en tout cas, le statut juridique n'est pas clair, mais en cas de crise, de toute façon, il peut y avoir des cadres juridiques qui s'imposent, comme le droit humanitaire. Par exemple, si la Chine, admettons, ça fait partie des scénarios qui sont sur la table, si la Chine décide de faire un blocus total de l'île de Taïwan et de faire mourir de faim la population, a priori, il y a quand même du droit qui s'applique là, parce que c'est pas possible. Oui, enfin, les actions de l'ONU ne sont pas uniquement mues par le droit positif international, heureusement. Dietmar, vous aurez le dernier mot, ou les derniers mots. Oui, merci. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, je pense, parce que c'est une discussion avec Marc qui montrait qu'on était d'accord sur la plupart des questions, et c'est aussi le cas dans les questions qui ont été posées par l'audience. Il y avait une question, la question si la Chine avait un intérêt et a même influencé la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine, et si c'était dans l'intérêt chinois ou les Chines étaient plutôt opposés. Je ne pense pas que la Chine a encouragé la Russie. Je ne pense pas non plus que la Chine a été informée lors de la discussion du février, 2 semaines avant les fêtes même. Mais une fois que la Russie a envahi l'Ukraine, pour la Chine se posait un peu la question dans quel sens allait la guerre. Et avec le stalemate actuel, je pense que la Chine est dans une situation où, de facto, elle en profite. Ça me paraît assez clair. La question si l'instrument anti-coercition est un instrument effectif, on va voir, on ne l'a pas encore utilisé parce que ça a été développé après l'affaire de la Lituanie. À mon avis, la valeur principale de l'instrument, c'est plutôt son effet préventif, que la Chine et les autres qui pourraient être dans une situation similaire savent exactement que maintenant l'Union européenne dispose d'un instrument pour réagir, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je n'ai rien à ajouter en ce qui concerne les messages que le président Macron donnera à son homologue Xi Jinping lors de sa visite en France. Peut-être juste un mot sur une question qu'on n'a pas vraiment abordée dans notre discussion. On est dans une année de transition
il y aura des élections au Parlement européen, il y aura des élections plus tard, beaucoup plus importantes aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est peut-être, si la situation géopolitique nous était plus, dans une année de statu quo. On va un peu voir comment on va se poser pour définir les relations après les élections. Donc, en ce qui concerne l'Europe, il n'y aura peut-être pas de sommet cette année, certainement pas les élections et la constitution d'une commission nouvelle, peut-être même pas après. Donc, ce sont les sommets bilatéraux et les relations bilatérales entre États membres et la Chine qui sont extrêmement importants pour la direction des relations sino-européennes. Ça veut dire que la visite en France n'est pas seulement une visite bilatérale, mais évidemment, c'est aussi l'occasion pour donner des messages pour l'Europe tout entière. Donc, c'est clair qu'il y a un intérêt à Paris, à Bruxelles, mais aussi en Allemagne. N'oubliez pas que le chancelier allemand va visiter la Chine au mois d'avril, de se concerter, de se coordonner pour être sûr qu'il y aurait un message clair et uni de la part de l'Europe. Ça me paraît la chose la plus importante. Et c'est lié aussi à la question un peu, est-ce qu'il y aura une troisième voie pour l'Europe? Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il y aura une voie européenne et pas plusieurs voies. Ça, c'est peut-être toujours le défi qu'on aura. Et avec Trump, je suis tout à fait d'accord avec Marc. On aura une situation que la Chine peut-être voudrait essayer d'exploiter. Elle a essayé de le faire pendant la première administration de Trump, mais en même temps, elle aura beaucoup d'intérêt de voir une Europe qui sera un partenaire indépendant des États-Unis. Russie, Chine, Corée du Nord, je suis tout à fait d'accord avec Marc vient de dire. Pour la stratégie Indo-Pacifique et la question de la stratégie de la Chine, là, évidemment, les stratégies sont tout à fait différentes, comment Marc a expliqué. Mais ce que je trouve, il y a une stratégie Indo-Pacifique qui ne mentionne même pas la Chine. Hein. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule instance dans toute la stratégie où on trouve le mot Chine. Donc c'est un peu bizarre. Hein. Et en même temps, la stratégie de 2019, stratégie de l'Union européenne vers la Chine, il n'y a pas mention de l'Indo-Pacifique pour le simple fait qu'en 2019, en Europe, on ne parlait même pas d'Indo-Pacifique, on parlait de l'Asie-Pacifique. Mais ça, c'était une notion qui est née au Japon, après a été soutenue par les États-Unis. Et ça durait. Donc, maintenant, la question pour moi, on a une stratégie Indo-Pacifique qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Et on parle aussi d'une nouvelle stratégie chinoise, peut-être l'année prochaine. Et là, il me paraît tout à fait clair qu'il doit être un lien entre les deux. Autrement, on n'aurait pas de cohérence dans la politique vers l'Asie et la région Indo-Pacifique. Pas grand-chose à dire en ce qui concerne la question juridique dans les cas d'une agression contre le Taïwan. Pour moi, ça me paraît assez clair que la Charte des Nations Unies, et surtout son article 4, est très clair en ce qui concerne la sécurité internationale, les obligations des États et le rôle des Nations Unies et de la communauté internationale. Donc, à part les questions du statut juridique qui sont contestées, il me paraît assez clair qu'il y a une base juridique très forte pour réagir au cas où il y aurait une agression dans le détroit de Taïwan.
Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mesdames, messieurs, la Chine nous rappelle volontiers qu'elle est millénaire, multimillénaire, donc les problèmes qu'elle nous pose le sont aussi. Donc je ne doute pas que nous aurons l'occasion de nous retrouver autour de ces questions stratégiques. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup à Dietmar Schweizgut et à Marc Julien.